Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 14 décembre 2024. Il est, laissez-moi un instant, 10h33, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter, écraser le petit pouce en l'air. Barack Obama, aussi alias Barry Soetoro. Barack Obama, le président américain, afro-américain, qui a été élu 2 fois par les Américains racistes, est un personnage mystérieux. A été poussé par l'élite, a été adulé par l'élite et seulement par l'élite. On t'a fait miroiter ou penser que le peuple américain était vraiment derrière lui, que le peuple américain adulait, admirait Barack Obama, mais c'est complètement fabriqué de toutes pièces. Comme tout ce que ton complexe médiatique, politique, industriel, banquier, financier, ton culte qui te gouverne, te fabrique continuellement. Fabrique des images, fabrique des personnages qui sont toujours le fruit de sa création et pour son propre besoin et ses propres avantages et son propre pouvoir. Barack Obama est l'exemple parfait de cette fabrication. Et on va plonger là-dedans. On va aller voir qui est vraiment Barack Obama, qui, en passant, a été le grand diviseur du peuple américain, des États-Unis. C'est lui qui a ramené l'identité politique, la carte identitaire, en plein cœur de la nation et du débat politique et a toujours focusé sur l'identité politique, en sachant très bien que c'était pour enflammer les réseaux sociaux, enflammer la population. Et il a réussi. Barack Obama a été l'initiateur de cette politique identitaire qui fait toujours référence à la race et à la race pour diviser celui qu'on nous avait présenté comme le grand seigneur, le grand unificateur. Barack Obama est arrivé à un moment où les Américains avaient été dégoûtés par l'action de leur gouvernement sous les 2 mandats de George W. Bush, son cousin au 9e degré. C'est bizarre, hein? Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne savaient pas ça. Et ces invasions et ce bordel qu'on avait créé au Moyen-Orient, avec les 2 guerres en Irak, la deuxième avec le fils Bush, la première avec le père Bush précédemment, et naturellement l'invasion et le renversement du régime taliban en Afghanistan. On a ramené le cousin au 9e degré de George W. Bush, Barry Soetoro Obama. Et c'est pour ça qu'il y a eu un engouement autour de cet homme-là, mais le plan de l'élite était de lancer la carte identitaire pour discréditer, pour humilier, pour insulter et diviser le pays et surtout la communauté blanche américaine. Et ça s'est répandu, cette idéologie-là, ce livre de stratégie-là de la politique identitaire au Canada et dans les pays occidentaux européens. Et on n'a pas arrêté de salir les populations blanches de nos pays respectifs en les qualifiant de tous les défauts possibles et imaginables que tu puisses trouver dans le dictionnaire. Ceci étant dit, Barack Obama n'a plus aucun pouvoir sur la population américaine, sur le peuple américain, sur
la population afro-américaine est devenue complètement dépassée, comme disent les Anglais, irrelevant. Irrelevant, insignifiant, sans importance. Il n'y a plus personne qui l'écoute parce que Barack Obama a été exposé par le temps. Des fois, le temps fait son œuvre. Et on l'a vu dans la dernière élection, il a eu l'audace d'aller donner des leçons de moralité à la communauté afro-américaine qui semblait, dans les sondages, soutenir Donald Trump dans des niveaux records jamais vus pour un candidat républicain. Les Hispaniques aussi, les musulmans et tout le monde se mettaient à appuyer Donald Trump parce que l'agenda des démocrates avait été exposé avec la présidence de ce pantin, Joe Biden, qui dans le fond était la marionnette de Barack Obama et de l'État profond et du gouvernement mondial. Et on a vu s'exposer cet agenda complètement décadent, dépravé, qui a laissé la femme de côté pour privilégier la communauté trans, amener les hommes biologiques dans l'univers des femmes, dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes et, ultimement, dans les compétitions sportives de femmes pour leur voler leurs médailles. C'est complètement hallucinant, sans compter qu'on a ouvert les frontières complètement, sans compter qu'on s'est retrouvé, on se retrouve cette année avec 500 000 enfants qui sont manquants, qui ont été parrainés par des êtres pervers, des gangs de rue, des criminels qui utilisent ces enfants-là pour toutes sortes de besoins. On va l'écouter. Quelqu'un qui a témoigné devant un comité judiciaire. Et c'est Mme Rodas, qui est une sonneur d'alarme et qui avait proposé ses services à l'administration Biden en voyant la crise aux frontières, qui a été historique et qui l'est encore sous l'administration Biden, avec l'entrée peut-être de au moins une dizaine de millions d'immigrants illégaux qu'on a encouragés à venir, et là-dedans, beaucoup d'enfants en bas âge, non accompagnés. Et cette dame a sifflé l'alarme et elle a raconté ce qu'elle a vu. Elle qui offrait ses services, même bénévolement, parce que ça lui brisait le cœur la situation qu'elle voyait aux frontières via les médias. On écoute son témoignage. Our final witness is Ms. Rodas, is recognized for 5 minutes. Good afternoon, Chairman McClintock, Ranking Member Jayapal, and distinguished members of the committee. It is an honor to be here. I thank you for the invitation to share my testimony. My goal is to inspire action to safeguard the lives of migrant children, including the staggering 85,000 that are missing. Today, children will work overnight shifts at slaughterhouses, factories, restaurants to pay their debts. Donc, elle parle de 85 000 enfants manquants, mais on est avec des statistiques maintenant. Le maire Adams de New York parle de 500 000 enfants, et les statistiques, ça tourne autour de 400 000 enfants qui, pour payer leurs dettes, travaillent dans des abattoirs au noir, travaillent dans des restaurants noirs et aussi, naturellement, utilisés comme objets sexuels. To smugglers and traffickers. Today, children will be Donc, ils sont les victimes des passeurs et des trafiquants. sold for sex. Today, children will call a hotline to report they are being abused. Ils sont vendus aujourd'hui pour le sexe. Ils vont appeler aujourd'hui des lignes d'aide et ils sont incapables, naturellement, de même s'exprimer dans une langue espagnole ou même anglaise parce qu'ils parlent souvent des dialectes. Neglected and trafficked, and we don't know if they're going to get the help they need.
For nearly a decade, unaccompanied children have been suffering in the shadows. Donc, depuis plus d'une décennie, les enfants souffrent dans l'ombre. And I have to confess, I knew nothing about their suffering until 2021. Elle dit, je dois vous avouer que je ne connaissais pas leur souffrance avant 2021. When I volunteered to help the Biden administration Quand je me suis proposé comme bénévole pour aider l'administration Biden. with the crisis at the southern border. As part of Operation Artemis, I was deployed to the Pomona Fairplex Emergency Intake Site in California to help HHS, Office of Refugee Resettlement, reunite children with sponsors in the United States. I thought I was going to help place children in loving homes. Elle pensait qu'elle était pour aider les enfants à être placés, parrainés dans des maisons remplies d'amour. Instead, I discovered that children are being trafficked Au lieu de ça, j'ai découvert que les enfants sont utilisés, sont échangés, trafiqués through a sophisticated network à des réseaux sophistiqués that begins with recruiting in home country, qui commencent par le recrutement dans les pays d'origine. smuggling to the U.S. border, On les amène à la frontière américaine and ends when ORR delivers a child to a sponsor jusqu'à ce que le gouvernement américain lui-même amène l'enfant chez un parrain. Some sponsors are criminals and Certains de ces parrains sont des criminels, traffickers des trafiquants and members of transnational criminal organizations. et des membres de grandes organisations transcontinentales criminelles. Some sponsors view children as commodities Beaucoup de ces parrains voient les enfants comme une commodité, hein? and assets to be used for earning Un bien pour income. This is why we are witnessing an explosion of labor trafficking. Et c'est pour ça qu'on voit une explosion de ces trafics d'enfants. Et ça continue, ça continue. Maintenant, l'administration Biden a été complètement exposée avec son agenda sataniste, avec son agenda décadent. Plus que jamais, ces gens-là ont pensé qu'ils pouvaient tout se permettre. Et ça leur a joué tout un tour parce que le peuple américain s'est réuni, s'est uni, au-delà des couleurs, des genres, du sexe, de la religion. C'est uni devant Dieu, c'est uni pour le bien de la nation, le bien des enfants, le bien de tout ce que tu peux imaginer qu'une nation a besoin de mettre en ordre. Et ça a donné l'élection sans précédent, une élection complètement historique. Puis on va l'écouter justement, une Afro-Américaine qui t'explique pourquoi elle a voté pour. And Obama's trying to tear it apart. What a small man. You see, I didn't vote for Donald Trump for who he is. Elle dit, j'ai pas voté pour Donald Trump, une Afro-Américaine, pour qui il est. I voted for Donald Trump for who God is. J'ai voté pour Donald Trump pour ce que Dieu est. You see, he wasn't promoting the shedding of innocent blood at the AB clinic. Lui, Donald Trump, faisait pas la promotion de l'avortement dans les cliniques. The flesh. See, he wasn't promoting gender ideology or Il faisait pas la promotion de l'idéologie de genre gender reassignment surgery. The flesh. et les mutilations d'enfants. See, he didn't open the borders for our children to get sex trafficked. Il n'a pas ouvert les frontières pour que les enfants soient trafiqués sexuellement. The flesh. He wasn't taking the children's bread and giving it to somebody else. The flesh. You see, he wasn't pushing do as thy will with no responsibility. The flesh. See, he wasn't manipulating the people's minds with lies and propaganda through the left-wing media. The flesh. He didn't write a book and take a picture with the black help to make us think that he was black. The flesh. Wasn't into that principalities and powers and lying wonders. He just stood on the truth. What's really wrong with America? America's sick and it needs a healing. God has spoken. Let the church say amen. L'Amérique était malade et on a besoin de se reprendre en main. Et elle te décrit tous les problèmes et l'agenda des démocrates. Maintenant, on saute tout de suite dans cette histoire abracadabrante de cet homme, Barry Soetoro Obama, fabrication de toutes pièces du culte qui nous gouverne. Je vais te lire
un article qui fait référence à David Garrow, qui était un des biographes que Barack Obama, ou l'équipe de Barack Obama, ou le culte qui l'entoure, avait embauché pour faire sa biographie. Cet homme-là est sorti après et a raconté que tout ce qui concerne Barack Obama est une fabrication, est un mensonge de A à Z. Mais ça, tu ne verras pas ça dans tes médias traditionnels. Tu ne verras pas ça nulle part ailleurs. On s'en va ensemble voir ça. La biographie complète de David Garrow sur les premières années de Barack Obama, dans lequel l'historien examine le récit d'Obama dans Dreams from My Father. Le livre que Barack Obama a écrit est rempli de fiction et de mensonges. De sa rupture avec sa petite amie de Chicago de longue date, Shaylee Miyoshi Jagger. Dans Dreams of My Father, Obama décrit un désaccord passionné suite à une pièce de théâtre du dramaturge afro-américain August Wilson, dans laquelle le jeune protagoniste défend son adhésion naissante à la conscience raciale noire contre l'universalisme libéral de sa petite amie identifiée comme blanche. En tant que lecteur, nous savons que les enjeux de cette décision allaient devenir plus que simplement personnels. L'homme noir américain qu'Obama veut faire naître dans cette scène allait épouser une femme noire du South Side de Chicago nommée Michelle Robinson. Et après une ascension fulgurante, gagner l'élection en tant que premier président noir des États-Unis. Pourtant, ce que Garrow a documenté après avoir retrouvé et interviewé Sheila Miyoshi Jagger était une dispute explosive sur un sujet très différent. Selon Jagger, la querelle qui a mis fin à la relation du couple n'était pas liée à l'auto-identification d'Obama en tant qu'homme noir, et l'élément déclencheur n'était pas une pièce de théâtre sur l'expérience des Noirs américains, mais une exposition à l'Institut Spertus de Chicago sur le procès d'Adolph Eichmann en 1961. Au moment où Obama et Sheila se rendaient à l'Institut Spertus, la politique de Chicago était agitée par un assistant noir du maire, Steve Coakley, qui, lors d'une série de conférences organisées par la Nation of Islam de Louis Farrakhan, accusait les médecins juifs de Chicago d'avoir infecté des bébés noirs avec le sida dans le cadre d'un complot génocidaire contre les Afro-Américains. Cet épisode a mis en évidence une profonde fracture au sein des échelons du pouvoir de la ville, certains responsables noirs importants comme Coakley et d'autres demandant son limogeage. Selon Jagger, l'ancienne petite copine d'Obama, ce qui a déclenché la dispute qui a précipité la fin de la relation du couple, c'est le refus obstiné d'Obama, après avoir vu l'exposition et dans le tourbillon de l'affaire Coakley, de condamner le racisme des Noirs. Tout en reconnaissant que l'adhésion d'Obama à une identité noire avait créé une certaine distance entre le couple, elle a insisté sur le fait que ce qui l'avait contrarié ce jour-là, c'était l'incapacité d'Obama à condamner les commentaires de Coakley. Ce n'était pas la noirceur d'Obama qui la dérangeait, mais le fait qu'il ne condamne pas l'antisémitisme. Il ne fait aucun doute que la prise de conscience raciale d'Obama l'a éloigné de Jagger. À la fin, le couple s'est séparé. Pourtant, il est révélateur de comparer le récit de la rupture par Obama dans Dreams of My Father avec celui très différent de Jagger. Dans le récit d'Obama, il était le particulariste embrassant une signification personnelle de l'expérience noire que Jagger, l'universaliste, refusait d'accorder. Dans le récit de Jagger, les pôles de l'argumentation sont presque, mais pas tout à fait, inversés. C'est Obama qui semble minimiser l'anxiété juive à l'égard des accusations de meurtre rituel émanant de la communauté noire. Son particularisme a eu de l'importance, celui de Jagger, non. Bien qu'Obama se définisse comme un réaliste ou un pragmatiste, l'épisode se lit comme un manuel d'évasion de la responsabilité morale. Quelle version de l'histoire est correcte? Qui sait? Le lien entre les deux versions est l'attachement naissant d'Obama à la noirceur qui l'a obligé à tomber amoureux d'une femme noire et à l'épouser. Dans le récit d'Obama, son attachement à la noirceur est sincère et noble. Dans le récit de Jagger, ses affirmations sont instrumentales et égoïstes.
il accorde un particularisme à l'expérience et à la souffrance de sa propre tribu, tout en le refusant aux autres. Pour évaluer la véracité de ces deux récits concurrents, il semble utile de noter que Jagger est bien plus qu'une femme méprisée par un homme qui deviendrait plus tard président des États-Unis. Obama lui a demandé de l'épouser à 2 reprises et l'a refusé à chaque fois avant de poursuivre sa propre carrière professionnelle de haut niveau. Élève du grand anthropologue de l'Université de Chicago, Marshall Shallings, Jagger est professeur d'études est-asiatiques à l'Oberlin College, dont les travaux sur la politique des grandes puissances en Asie du Sud-Est et sur les relations entre les États-Unis et la Corée sont connus pour leur rigueur factuelle. En revanche, comme le montre Garrow tout au long de Rising Star, Dreams from My Father est autant une œuvre de fiction littéraire onirique qu'une tentative de documenter la jeunesse d'Obama. Outre les études, il existe une autre raison de penser que Jagger aurait moins de chances de se tromper sur un incident impliquant la race et l'antisémitisme qu'Obama. Il s'avère que les grands-parents paternels de Jagger, Hendricks et Gessel Jagger, étaient membres de la résistance néerlandaise, dont le rôle en hébergeant une enfant juive prénommée Gretchen chez eux pendant 3 ans leur a valu d'être reconnus comme juste parmi les nations par Yad Vashem, ou Vachem. Dans ce contexte, au moins, il semble assez probable que Jagger se souvienne des détails d'une bagarre avec Obama liée à l'antisémitisme et soit rebuté par sa réponse, alors que la version d'Obama de la bagarre ressemble à une anecdote positionnée, sinon inventée, pour étayer l'arc narratif du protagonisme de ses mémoires, ce qui l'a à son tour positionné pour une carrière dans la vie publique. Donc, ça continue, je te laisserai ça, c'est vraiment très intéressant, ce que le biographe de Barack Obama a dit. Maintenant, on va aller dans le cœur de ce sujet que je voulais te partager, une entreprise familiale, l'histoire méconnue d'Obama et de la CIA. Wow! C'est complètement hallucinant. D'un coût de plus d'1 milliard de dollars, l'opération Timber Sycamore est devenue la plus grande opération secrète depuis l'armement des combattants moudjahidines en Afghanistan dans les années 80. Consommateur vorace de renseignements, la marque de fabrique d'Obama, tout au long de sa présidence, a été de déplacer la guerre dans l'ombre, une approche de type emprunt discrète, destinée à étendre la puissance américaine de manière secrète. Le général Joseph Votel, chef du commandement des opérations spéciales, a qualifié l'ère d'Obama d'âge d'or des opérations spéciales. Les bérets verts ont été déployés dans 133 pays, soit 70% du monde, seulement qu'en 2014. Le New York Times a rapporté que depuis la création de la CIA il y a 67 ans, peu de présidents ont eu, avec leur chef des services de renseignement, un lien aussi étroit que celui qu'Obama a noué avec John Brennan, architecte du programme de restitution extraordinaire de la CIA et ancien chef de poste de la CIA en Arabie Saoudite. La vision du monde qu'Obama correspondait si étroitement à celle de ce guerrier du renseignement sans sentimentalisme et de ce chasseur de terroristes qu'Obama s'est retrouvé à finir les phrases de Brennan. Un membre anonyme du cabinet a expliqué que les présidents ont tendance à être épris des instruments de la communauté du renseignement, mais Obama était plus épris que la plupart. C'est une présidence du renseignement d'une manière que nous n'avons peut-être pas vue depuis Eisenhower. Les conséquences pourraient être observées dans l'argumentation du financement par Obama du National Endowment for Democracy, qui promue le changement de régime dans les pays qui défient le nouvel ordre mondial, et dans son expansion drastique de l'utilisation des drones, à la fois pour la surveillance et les assassinats ciblés. L'administration Obama a également soutenu des coups d'État en Ukraine et au Honduras, réorienté l'armée américaine vers l'Asie, augmenté les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et étendu les bases militaires en Afrique, contribué à supprimer des preuves sur les tortures commises par la CIA, refusé de poursuivre une affaire criminelle contre la Banque de blanchiment d'argent de la CIA, mis sur écoute des alliés des États-Unis et un membre du Congrès américain, Dennis Kucinich, qui s'opposait à l'invasion illégale de la Libye par son administration qui a dévasté ce pays, la Libye. Intensifier la surveillance et les efforts pour détruire Wikileaks et son fondateur, Julian Assange. Présider la poursuite d'un nombre record de lanceurs d'alerte en vertu de la loi sur l'espionnage de 1917.
De plus, l'administration Obama a protégé des poursuites judiciaires les agents de longue date de la CIA, comme le meurtrier de masse rwandais Paul Kagame, a mené une guerre par procuration au Yémen par l'intermédiaire des Émirats arabes unis, auxquels elle a vendu près de 27 milliards de dollars d'armes, a fourni des armes au cartel de la drogue au Mexique dans le cadre de l'opération Fast and the Furious, tout en intensifiant la guerre contre la drogue par le biais du plan Mérida, a supervisé la mise en place d'un pipeline d'armes clandestin de la Libye vers la Syrie par l'ambassadeur Chris Stevens dans le cadre de l'opération Timber Sycamore. Lien familial avec les CIA et sa mère, Anne Dunham. Le bilan d'Obama en tant que président n'aurait pas dû surprendre compte tenu de ses origines familiales. Sa mère, Anne Dunham, qui a travaillé pour des agences gouvernementales américaines et des ONG alliées, la Fondation Ford, la Fondation Asie, Développement Alternatif Incorporé et l'Agence américaine pour le développement international, la fameuse USAID, en Indonésie dans les années 1960 et 1970, ainsi qu'au Ghana, au Népal, au Bangladesh, au Pakistan, en Inde et en Thaïlande. Anne Dunham avait suivi une formation en langue russe qui, avec tout cela, faisait d'elle un rêve éveillé pour recruteurs de la CIA. Les projets de microfinancement sur lesquels elle a travaillé pour aider à transformer les industries artisanales traditionnelles en entreprises durables étaient conçus pour lier les masses du tiers-monde à la mentalité du capitalisme financier, comme l'a dit le biographe non autorisé d'Obama. Le patron de Dunham à la USAID en Indonésie, le Dr. Donald Gordon Jr., auteur de Credit for Small Farmers in Developing Countries for USAID en 1976, a été identifié dans le livre de Julius Madère de 1968, Who's in the CIA, comme agent de la CIA. Donc, ce patron de Dunham était un agent de la CIA. Un autre patron, Peter Geithner, était le père du futur secrétaire au Trésor, Timothy Geithner. Anne Dunham a obtenu sa licence et sa maîtrise en anthropologie à l'Université d'Hawaï en rédigeant une thèse qui soutenait que les villageois indonésiens étaient dynamiques et pouvaient produire plus de richesses s'ils avaient accès aux initiations du marché et au capital. Anne Dunham s'est rendue en Indonésie au milieu des années 60, à l'époque où la CIA soutenait un coup d'État militaire mené par le général Suharto contre le régime de gauche de Sukarno. Plus de 2 millions de membres présumés du Parti communiste indonésien ont été arrêtés et massacrés, et des milliers d'autres ont été emprisonnés, souvent pendant des décennies. Une grande partie du travail anthropologique et de conseil d'Anne Dunham sur le terrain a été réalisée dans l'Est et le centre de Java, qui ont fourni un foyer de soutien au PKI, y compris parmi les membres de l'Association des femmes javanaises et de la Fédération du travail. À cette époque, la CIA employait des anthropologues et des agents de développement comme agents infiltrés pour recueillir des informations sur les affiliations politiques des villageois auxquels Anne Dunham, selon sa directrice de thèse, Alice Dewey, s'était intéressée. Après son arrivée en Indonésie, Dunham a enseigné l'anglais à l'ambassade américaine de Jakarta, qui abritait également l'une des plus grandes stations de la CIA en Asie et disposait d'importantes stations satellites à Surabaya, dans l'est de Java, et à Medan, à Sumatra. Dunham a également travaillé pour l'Institut d'amitié américano-indonésien de Jakarta, soupçonné d'être une couverture de la CIA. L'un de ses plus proches collègues, Adi Sasono, avait été le chef des étudiants musulmans lors d'un renversement de Sukarno. Bien que le recrutement d'Anne Dunham comme agent de la CIA n'a jamais été publiquement reconnu, elle était l'une des rares employées du gouvernement américain à posséder les compétences linguistiques et les accès nécessaires pour remplir efficacement ce rôle. Les projets de développement dans la région étaient explicitement conçus pour éloigner les villageois de l'orbite du PKI et le travail d'Anne Dunham aurait contribué à cela. En mars 1965, Anne Dunham a épousé le lieutenant-colonel indonésien Lolo Sotoro, qu'elle a rencontré au centre-est-ouest de l'Université d'Hawaï, une version plus douce et plus aimable de l'École des Amériques, selon un écrivain, et une couverture pour un programme de formation dans lequel les Asiatiques du Sud-Est étaient amenés à Hawaï et formés pour revenir créer des réseaux d'agents, comme l'a écrit le directeur du service d'information américain, Frank Scotton. Le chef du centre-est-ouest en 1965 était Howard P. Jones, ambassadeur des États-Unis en Indonésie
de 1958 à 1965. Jones était présent à Jakarta lorsque Suharto et ses officiers militaires soutenus par la CIA planifiaient le renversement de Sukarno en 1965, qui était considéré avec le PKI comme un allié de la Chine. Jones a plus tard défendu le coup d'État dans le Washington Post, écrivant que Suharto ne faisait que répondre à un coup d'État communiste contre Sukarno mené par le colonel Ontong, qui avait été en fait mis en place par la CIA. Une amie d'Anne Dunham a dit à son biographe que le mariage avec Lolo avait été arrangé, suggérant qu'Anne aurait pu agir comme une millieuse féminine pour la CIA, dont le travail était de recruter des agents et les aider à obtenir la citoyenneté américaine. Issu d'une famille aristocratique qui a perdu la réforme agraire de Sukarno, Lolo Sotoro a été rappelé au service actif en juillet 1965 avant le coup d'État de droite du général Suharto et a travaillé comme géographe militaire à Java et en Papouasie-Nouvelle-Guinée où l'armée indonésienne a brutalement réprimé les révoltes populaires. Lolo Sotoro est ensuite devenu un cadre de Mobil Oil et son agent de liaison auprès de Suharto, dont Dunham a salué la politique économique. La famille ou le lien familial avec la CIA, Stanley Harmon Dunham. Le grand-père d'Obama, Stanley Harmon Dunham, qui l'a aidé à grandir, a servi dans la 9e division de l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été photographié dans un uniforme militaire sans insigne, ce qui suggère une unité de renseignement. Une autre photo montrait sa fille, Anne Dunham, avec l'insigne d'une école d'élite du Liban sur sa chemise dans les années 50, où Stanley a peut-être travaillé avec la CIA ou une autre agence gouvernementale américaine. Au début des années 60, Stanley Dunham, le grand-père d'Obama, faisait partie d'une photo de groupe prise avec Barack Obama Sr. à son départ de l'université d'Hawaï. Obama Sr. avait participé à un échange entre le département d'État et la CIA, financé en partie par la fondation Joseph P. Kennedy, qui avait amené aux États-Unis de futurs dirigeants africains préparés à servir les intérêts américains pendant la guerre froide. La photo suggère que Dunham était l'un des coordonnateurs de l'échange, indiquant un travail pour le département d'État ou la CIA. Selon sa biographie officielle, Dunham travaillait comme vendeur de meubles pour la Standard Groundbound Furniture Company, ce qui l'amenait à voyager fréquemment et à déménager sa famille. Des chercheurs indépendants pensent cependant que cet emploi était une couverture pour son travail d'agent de renseignement qui suivait ou qui surveillait des groupes radicaux ou des installations de production militaire ou de l'armée de l'air, ce qui l'a amené à Hawaï. Le bar préféré de Dunham à Honolulu, où il amenait le jeune Barry, n'était peut-être pas par hasard la propriété de William G. Lederer, un agent connu de la CIA qui a écrit le classique de la guerre froide, The Ugly American. Barack Obama père. Le père présumé d'Obama, Barack Obama Sr., d'origine kenyane, avait rencontré sa mère en 1960, alors qu'il avait 23 ans et elle 18 ans, dans un cours de langue russe à l'université d'Hawaï. Le leader du parti d'opposition, l'Union démocratique africaine du Kenya, a condamné l'échange auquel Obama a participé pour avoir favorisé certaines tribus, la majorité Kikuyu et la minorité Luo, au détriment d'autres tribus pour soutenir l'Union nationale africaine du Kenya. Le leader de ce dernier, Tom Mboya, était un favori de la CIA et opposé au courant panafricaniste du continent, celui qui a choisi Obama Senior pour la bourse, ou c'est lui plutôt qui a choisi Obama Senior pour la bourse. Obama Senior lui rendit l'appareil en retournant au Kenya pour travailler pour les ministères des Finances et des Transports et pour une compagnie pétrolière au Kenya avant de mourir dans un accident de voiture en 1982. Mboya lui-même fut assassiné en 1969. Aussi tiré par les cheveux que cela puisse paraître, Obama Senior n'était peut-être pas le vrai père d'Obama. Obama Senior et Anne Dunham n'ont jamais vécu ensemble ni célébré de véritable mariage, et Obama Senior n'a eu aucun contact avec son fils, à l'exception d'une courte visite de 2 semaines à Hawaï, quand Obama avait 10 ans, qui avait peut-être pour but de garantir à Obama une place dans le très convoité Panau Prep School. La photo de Stanley et Obama Senior est suspecte car quel père saint d'esprit se serait imaginé souriant avec l'homme qui a mis enceinte sa fille adolescente et l'a ensuite abandonnée?
Il existe des preuves suggérant que le véritable père d'Obama est Frank Marshall Davis, un journaliste afro-américain, poète sexuellement libertin, radical politique et cible présumée de la surveillance de grand-père Dunham. L'ami d'Obama, Keith Kakugawa, a déclaré à un journaliste qu'Anne avait eu une liaison avec Davis parce qu'elle était en colère que la famille ait dû déménager à Hawaï, loin de ses amis du lycée qui fréquentaient tous l'université de Washington. Anne est tombée alors enceinte et pour cacher la vérité, Dunham a payé Obama Senior, qu'il connaissait grâce à l'échange avec l'université d'Hawaï, pour qu'il épouse Anne Dunham, la mère d'Obama, lui donnant ainsi l'opportunité de prolonger son visa pour aller à Harvard. Barack a finalement découvert la vérité, écrivant dans ses premiers mémoires « Dreams from my father » que les visites à la maison de Frank me laissait toujours un sentiment vaguement mal à l'aise, comme si j'étais témoin d'une transaction compliquée et tacite entre les deux hommes, une transaction que je ne pouvais pas comprendre. Obama a rendu hommage à son vrai père dans un poème de 1981 publié dans l'Occidental College Literary Journal intitulé « Pop », qui lui attribue des traits de ressemblance à ceux de Davis et fait référence à la poésie de Pop écrite avant la mort de sa mère. Barack Senior n'était pas poète et bien que Stanley se soit essayé à la poésie, Barry l'appelait grand-père et sa mère s'est suicidée avant son 8e anniversaire. Madeleine Dunham, un autre lien entre Obama et l'État de sécurité nationale américain réside dans sa grand-mère Madeleine, qu'Obama appelait Tot. Bien qu'elle ne possède pas de diplôme universitaire, Madeleine a atteint le rang de vice-présidente de la Bank of Hawaii, ce qui suggère qu'elle avait des relations personnelles de haut niveau. Dans le cadre de cet emploi, Madeleine gérait les comptes séquestres utilisés pour payer les clients américains de la guerre froide en Indonésie, à Taïwan, aux Philippines, en Corée du Sud et ailleurs, y compris par l'intermédiaire de sociétés propriétaires de la CIA. La Bank of Hawaii a également entretenu des relations avec la Nugan Han Bank of Australia, par l'intermédiaire de laquelle la CIA a financé le coup d'État constitutionnel contre le premier ministre travailliste australien Garth Whitlam en 1975. Dissimuler la vérité. Obama et ses collaborateurs ont efficacement dissimulé la vérité sur l'histoire de sa famille. Ils ont présenté Obama comme un candidat multiracial dont la sensibilité aux cultures divergentes à travers le monde aiderait à restaurer la réputation internationale de l'Amérique après les années Bush, comme je te l'avais dit. Dans ses mémoires de 2020 à A Promised Land, Obama présente sa mère comme une rebelle et une beatnik des années 60 qui a participé aux manifestations pour les droits civiques, s'est opposée à la guerre du Vietnam, s'est mariée 2 fois avec une personne d'une autre race et a décidé de consacrer sa carrière à la mise en place de projets de microcrédit pour les femmes pauvres en Indonésie puis au Pakistan, dont elle a absorbé la langue et la culture. Obama a affirmé que sa mère n'était pas au courant des innombrables atrocités commises par le gouvernement Suharto, ce qui est invraisemblable compte tenu de son passé et du fait que ces atrocités ont été rapportées favorablement par les grands journaux de l'époque. Fait encore plus significatif, Obama a minimisé le rang militaire de son beau-père Lolo dans son livre de 2006, L'audace de l'espoir. En ce qui concerne sa propre histoire, Obama a propagé des mensonges à chaque étape. Dans une terre promise, il oublie de mentionner qu'après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Columbia en 1983, il a travaillé pendant environ 1 an pour Business International Corporation, BIC, une société de conseil basée à Manhattan, pour les relations multinationales où son travail consistait à éditer des bulletins d'information sur les conditions des affaires dans les pays du monde entier. Dirigé par un ami proche de l'ancien vice-président Hoover Humphrey, Orville Freeman Jr., l'ancien gouverneur du Minnesota qui était impliqué avec Humphrey dans la purge des communistes présumés du Parti paysan ouvrier, la BIC avait fonctionné comme une façade de la CIA. Sa sous-spécialité consistait à recruter des organisateurs de gauche pour les utiliser comme agents et à infiltrer des syndicats étrangers dans le but de provoquer des perturbations dans les économies ciblées. Un militant des étudiants pour une société démocratique, la SDS, a décrit la fameuse BIC comme les hommes qui ont écrit l'Alliance pour le progrès, le plan Marshall pour l'Amérique latine. Obama omet également de mentionner qu'en tant que sénateur de l'Illinois, il a participé à des programmes de type Pay to Play, accordant des faveurs à des donateurs politiques comme les propriétaires de Tony Rezko,
qui l'a aidé à acheter son manoir de Hyde Park pour un prix inférieur à la valeur du marché, et le PDG d'une entreprise technologique, Robert Blackwell Jr., qui a payé Obama 112 000 $ en frais juridiques pour un travail qui lui semblait impossible d'effectuer. La chronologie de la vie d'Obama est souvent erronée. Dans A Promised Land, par exemple, il affirme avoir passé 3 ans à New York après avoir quitté l'Occidental College pour Columbia après sa 2e année. Cependant, on pense qu'Obama a passé l'année scolaire 1981-82 au Pakistan et n'a étudié à Columbia que pendant 1 an. Le bilan lamentable d'Obama en matière de politique étrangère a été évoqué dans ses 3 principaux livres, dans lesquels il défend la politique étrangère américaine tout en calomniant et en promouvant des stéréotypes sur les mouvements des années 60 et sur les critiques de la politique étrangère américaine. Dans ses premiers mémoires, Dreams from My Father, en 1995, Obama décrit Stokely Carmichael, icône du Black Power et anti-impérialisme des années 60, comme un fou et affirme avoir vu 2 femmes vendre de la littérature à l'extérieur d'une salle de conférence où il a entendu Carmichael s'appeler mutuellement des noms comme porc stalinien et salope réformiste. Obama a écrit dans un éditorial que les militants du mouvement qui s'accrochaient aux idéaux des années 60 s'étaient complètement éloignés des luttes de ceux qu'ils prétendaient servir ou étaient tout simplement fous. Dans ses derniers mémoires, A Promised Land, Obama se félicite d'avoir mis en question ses propres hypothèses, ce qui, selon lui, m'a vacciné contre les formules révolutionnaires adoptées par beaucoup de gens de gauche à l'aube de l'ère Reagan. Obama continue en évoquant des disputes qu'il aurait eues avec des amis à l'université qui l'incitaient sur le fait que l'hégémonie américaine était la racine de l'oppression dans le monde entier. Obama a écrit qu'il savait mieux que cela, ayant vécu à l'étranger, et qu'il prônerait l'idée de l'Amérique, la promesse de l'Amérique. Selon Obama, la discussion se terminait généralement avec un salaud suffisant qui laissait tomber un journal devant moi avec un titre vantant l'invasion américaine de la Grenade. Ces arguments n'auraient pas pu se dérouler de la manière suggérée par Obama, car Obama a obtenu son diplôme de l'Université de Columbia en mai 88 et les États-Unis ont envahi la Grenade en octobre 83. En mai 83, pardon, les États-Unis ont envahi la Grenade en 1983, pardon. Au moment de cette invasion, Obama travaillait en réalité pour la société écran de la CIA, BIC, dont les employés n'auraient probablement pas insisté sur le fait que l'hégémonie américaine était la racine de l'oppression mondiale ou condamné l'invasion américaine de la Grenade, qui était basée sur 2 faux prétextes. Un autre élément omis par Obama est son lien étroit avec les familles Crown et Pritzker. La famille Crown, dont la valeur nette s'élève à plus de 10 milliards de dollars, détient depuis longtemps une participation importante dans General Dynamics, fabricant de missiles Trident, de transporteurs de troupes Stryker, de bombes anti-bunker, de véhicules blindés, amphibies LAV-25, de chars Abraham, de fusils de précision, de sous-marins à propulsion nucléaire et de destroyers navals. Durant la présidence d'Obama, General Dynamics a racheté 11 entreprises spécialisées dans les satellites, les renseignements géospatiaux, la surveillance et la reconnaissance, et a accumulé des contrats auprès de 16 agences de renseignement après avoir investi 10 millions de dollars chaque année en lobbying. L'entreprise a également adopté tous les styles de guerre basés sur le renseignement en développant de petits systèmes et équipements de ciblage et d'identification capables d'intercepter les communications des téléphones portables et des ordinateurs de laboratoire des insurgés, ainsi que les logiciels informatiques utilisés pour la cyberguerre et la guerre psychologique. La famille Crown, elle, a donné au moins 87 000 $ aux campagnes d'Obama entre 1990 et 2012 et a collecté 3 200 000 $ supplémentaires entre 2007 et 2012, tout en payant 135 000 $ pour l'investiture d'Obama en 2009. Susan Crown, la fille de Lester, siégeait au conseil d'administration de Norton Trust, qui a accordé à Obama un prêt de 1,6 million de dollars pour l'achat d'un manoir de style néo-géorgien à Hyde Park, à Chicago, avec une cave à vin de 1000 bouteilles. James Crown, qui était la cible d'une enquête du Congrès et d'une enquête criminelle en tant que président du comité des risques de JP Morgan Chase et Company, était le responsable de la collecte de fonds d'Obama lors de sa campagne de 2004 pour le Sénat. Les investissements des Crowns dans Obama ont porté fruit. Les revenus de General Dynamics ont grimpé de plus de 30 milliards de dollars en 2016, soit 3 fois plus qu'en 2000. La valeur nette des Crowns a doublé pendant les années Obama, ce qui a permis à la famille de grimper dans le classement Forbes jusqu'à la 27e position la plus riche des États-Unis.
Pritzker, de la dynastie bancaire Pritzker, classé numéro 9 sur la liste Forbes avec une fortune de 32,5 milliards de dollars, a donné un demi-million de dollars pour la deuxième investiture d'Obama, ce qui lui a valu d'être nommé secrétaire au commerce d'Obama. Pritzker a aidé à financer Obama depuis le début de sa carrière politique, l'ayant prétendument rencontré au début des années 90 alors que ses enfants jouaient dans une équipe de basketball entraînée par le frère de Michelle Obama, Craig Robinson. Lors de la campagne d'Obama à la Maison-Blanche en 2008, Pritzker a été la présidente nationale de son équipe de financement de campagne qui a battu les records de collecte de fonds et lors de la campagne de réélection 2012, elle a été l'une des meilleures collectrices de fonds. La famille Pritzker, qui a fait fortune grâce à la propriété des hôtels Hyatt, avait des liens de longue date avec la CIA. Elle était l'un des principaux déposants de la Castle Bank, une organisation de la CIA basée aux Bahamas et fondée par l'un des agents de liaison de la CIA au sein de la mafia, Paul Halliwell, qui se spécialisait dans la délocalisation des fonds. Les Pritzker étaient également des profiteurs de guerre. En 1953, les patriarches de la famille, Jay et Robert, fondèrent le groupe Marmon, une société holding industrielle qui comprend la filiale Marmon Aerospace and Defense, qui fabrique des fils et des câbles pour l'aérospatial, les véhicules militaires, les systèmes de combat, les installations radars et les navires de guerre. Les Pritzker, comme les Crown, ont ainsi personnellement profité des budgets militaires colossaux de Barack Obama, qui dépassaient ceux du président Bush de 18 milliards de dollars par année en moyenne, du renforcement naval d'Obama en mer de Chine méridionale et de sa supervision de plus de ventes d'armes militaires que tout autre président, soit 60 milliards de dollars de plus que le président Bush. En conclusion, en tant que premier président noir, Obama est souvent placé sur un piédestal comme un modèle moral et comparé à des personnages historiques tels que Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela. Ces comparaisons sont erronées car Obama est un homme politique opportuniste et souvent trompeur qui a fait preuve d'un manque d'intégrité morale tout au long de sa carrière. Les liens étroits entre Obama et la CIA et ses agences dérivées comme le NED, ainsi que son soutien à ces dernières, ont alimenté de grands désastres de politique étrangère qui ont ravagé de nombreux pays. Après avoir quitté la présidence, Obama a travaillé avec son conseiller John Brennan pour l'aider à déclencher le scandale du Russiagate qui a ravivé les démonologies de l'époque, ou les démagogies plutôt de l'époque de la guerre froide, empoisonné les relations entre les États-Unis et la Russie et considérablement accru la menace d'une guerre nucléaire. Les médias, y compris ceux de gauche, continuent de perpétuer de nombreux mythes sur Obama et d'adopter une posture défensive face aux attaques de la droite. Même si ces attaques peuvent être néfastes, elles ne doivent pas empêcher une analyse sobre et critique du 44e président des États-Unis et des forces obscures derrière son ascension au pouvoir. Je te laisse ce lien-là, c'est formidablement, wow, très instructif.